bénéficie pas non plus de cet article 89 qui prévoit un certain nombre de dérogations, enfin du moins pas dans les mêmes termes. Et donc c'est une soumission totale aux règles, enfin, on va dire, tronc commun du RGPD. Alors, la loi qui est en cours de débat au niveau national, donc elle est malheureusement très complexe, comme je vous le disais, dans son articulation. On sent une grande forme de précipitation. Ce n'était pas un sujet politique qui était au cœur de l'activité du Parlement dans l'année qui s'est écoulée. Il y a eu cette volonté, je pense aussi, ou qui est affichée d'ailleurs, de dire que nous, la France, étions précurseurs avec cette loi informatique et liberté qu'on appelle communément la loi de 1978. Et donc, il y a eu une volonté qui a été de ne pas l'abroger et de la conserver, et donc de l'augmenter avec toutes les contradictions qui vont en ressortir. Bon, en réalité, c'est un petit peu dommage parce que récemment, il y a eu une grosse réforme du Code civil. On a mis à plat des articles phares du Code civil. Enfin, pour des juristes, ne plus avoir l'article 1382 du Code civil, c'était quelque chose qui était un peu douloureux, mais on a vécu avec. Donc je pense qu'on aurait pu se permettre de mettre à plat cette loi de 1978 pour essayer d'aboutir à un corpus juridique un petit peu plus cohérent. Parce que justement, comme vous le disiez, la loi va du coup répéter, mais finalement dans d'autres termes, des règles qui vont être posées par le RGPD, alors qu'elle aurait pu contenter de se dire, ce point est géré par le RGPD, je me contente de légiférer uniquement sur la marge qui m'est laissée et d'apporter les précisions là où on attend que je me prononce. C'est pas le choix qui a été fait pour des questions de souveraineté et politique en réalité. C'est dommage parce que nous, dans notre travail de juriste, ça va rendre des choses extrêmement compliquées. Donc, on a un article 12 de la loi nationale qui est pris en application de l'article 89 du RGPD et qui va modifier l'article 36 de la loi informatique et liberté. Une fois que vous aurez compris l'articulation entre tous ces différents textes, vous saurez exactement ce que vous pouvez faire avec les données à caractère personnel que vous êtes amené à traiter. Oui. Et donc, en réalité, j'ai terminé. Je pense que vous aviez évoqué pas mal de choses, mais sur les nouveautés, on les a évoquées. Et donc, effectivement, ils vous font maintenant un plan d'action parce que vous ne pouvez plus vous dire que le sujet des données personnelles n'est pas votre sujet. En réalité, c'est dorénavant le sujet de toutes les personnes qui, dans leur activité professionnelle, manipulent un ordinateur et sont amenées à traiter des données à caractère personnel. Donc, par exemple, envoyer un email, c'est avoir la donnée à caractère personnel de son interlocuteur, et c'est en soi un traitement, et ça nécessite en soi d'être conforme. Donc, il faut savoir identifier qui sont les interlocuteurs en interne, pouvoir avoir en tête une cartographie des différents traitements qui sont mis en œuvre dans vos entreprises, dans vos services, collectivités ou autres. Savoir établir une priorité des actions qui sont à mettre en œuvre. Donc, gros sujet des durées de conservation. Savoir si vous devez procéder à une anonymisation ou pas. Identifier quelles sont les données sensibles qui nécessitent un traitement spécial. Savoir si vous transférez vos données hors Union européenne ou pas. Il faut vraiment, si des agents de la CNIL se présentent, il faut que vous sachiez quelles sont les procédures mises en œuvre. Il faut que vous sachiez quoi répondre. Et bien évidemment, donc, même si ce règlement entre en vigueur dans moins de 2 mois maintenant, il va falloir suivre sa mise en œuvre régulièrement avec les recommandations de la CNIL ou tout un tas d'autres associations professionnelles qui vous aiguilleront plus concrètement, on l'espère, sur ce que vous devez faire. Voilà. Merci. Donc, je vous propose maintenant qu'on interroge toutes les questions qui ont été soulevées au cours de ces 2 premières interventions autour d'une table ronde. Donc, j'invite les participants à la table ronde à me rejoindre. Et Stéphanie Fulgok reste avec nous pour la table ronde, ce qui peut être vraiment très intéressant pour cet éclairage juridique. Donc, pendant que les intervenants s'installent, je voulais simplement saisir l'occasion de cette journée et de cette table ronde pour rappeler que l'histoire des archives s'inscrit dans cette double filiation de la transparence administrative et de la protection des intérêts protégés par la loi, dont la vie privée, au travers notamment des délais de libre communicabilité.
Rappeler aussi que les lois Open Data, enfin les lois CADA, les lois CNIL et la loi Archive sont des lois qui ont été votées à quelques mois d'intervalle. On a beaucoup parlé, on a évoqué la loi informatique et liberté de 1978, on a évoqué ce matin dans le cadre de l'historique de l'open data de la loi CADA qui date aussi de 1978 et la loi Archive qui date de 1979. Pour autant, il faut attendre 10 ans, 1988, et une première pour que le législateur finalement pense la compatibilité entre les lois CNIL et Archives et la nécessité de protéger, dans l'équilibre qu'évoquait Stéphanie Fulgok à l'instant, la nécessité de protéger les intérêts des personnes et en même temps la nécessité de protéger la liberté d'information et de recherche, mais aussi, compte tenu de la loi Archive, de protéger les droits des citoyens par l'assurance de la conservation de données intègres et authentiques. Aujourd'hui, il me semble que les débats autour du RGPD et par exemple de sa transposition dans la législation française, avec des débats particulièrement intéressants, j'ai trouvé au Sénat récemment, on est au cœur de cette renégociation de l'équilibre entre droit à l'oubli et mémoire. Et donc, c'est de ces sujets-là que je vous propose de débattre. Alors, pourquoi, en tant qu'archiviste, nous sommes concernés par le RGPD? On l'a déjà évoqué, parce qu'on collecte dans nos services des données, des archives, qui contiennent des données à caractère personnel, mais on ne l'a pas encore évoqué aussi parce que dans nos activités, on produit des données à caractère personnel. Dans nos activités de gestion, par exemple, l'enregistrement des lecteurs dans une salle de lecture est un traitement qui produit de la donnée à caractère personnel. Donc il faut bien, on l'évoquera, bien distinguer les traitements à des fins archivistiques et à des fins de recherche des autres traitements qu'on met en œuvre chacun dans nos services publics ou privés. Et puis aussi, vous l'évoquiez, Stéphanie Fulgok, le sujet des durées de conservation et puis de la cartographie des traitements. Donc voir quelle articulation entre les tableaux de gestion qui fixent des durées de conservation, et c'est l'une de nos principales, l'une de nos